Voilà de retour et tel que promis, on va parler de ce tout nouveau Ford F-150 électrique. La raison pour laquelle on va approfondir un peu ce véhicule-là, messieurs, c'est que dans le marché présentement, le F-150, on le sait, c'est le véhicule le plus vendu. Dans le milieu des camions, bien évidemment, c'est là qu'il se dépense le plus d'essence. Donc, on peut dire que c'est le segment le plus polluant ou à peu près de l'industrie automobile, oui, à part les poids lourds, évidemment. Mais à l'arrivée d'un véhicule comme ça, on a eu au tout début là, des tentatives d'hybridation, mais c'était très timide, ça n'a jamais duré longtemps et surtout, ça n'a jamais eu de succès. Je pense que la clientèle attendait un camion vraiment 100% électrique, qu'on peut travailler avec, qu'on peut l'utiliser pour ses loisirs puis qui a assez d'autonomie. Et là, Ford vient de lancer son véhicule et sans compromis à part de ça, parce qu'il y a de la puissance, il y a de l'autonomie, il y a des capacités de remorquage. Puis même dans la fabrication, il n'y a pas de compromis parce qu'on utilise encore l'aluminium, on a un nouveau châssis, bref. On a fait un camion qui répond aux attentes. Bien, en fait, la grande question, elle est là. C'est que pour une fois, on fait un véhicule électrique qui correspond à ce que les gens veulent. Parce qu'il n'y a personne qui veut conduire une soucoupe volante, puis il n'y a personne qui veut juste conduire des sous-compacts dans la vie. Puis actuellement, la plupart des véhicules électriques sont dans ce format-là. oui. On le sait tous, là, 70 des ventes, ce sont des camions légers puis des VUS. Donc, tant qu'on n'ira pas de façon massive dans ce créneau-là avec les véhicules électriques, on ne sera pas capable d'aller chercher le noyau dur de gens. Tu l'as dit, le Ford Série F, c'est le véhicule le plus vendu. Écoute, ça fait à peine 55 ans que c'est le plus vendu au Canada, 44 ans aux États-Unis. Tu sais, on est quand même... Donc, on arrive là avec un véhicule qui est intéressant parce qu'il est un Ford F-150. On a juste mis un moteur électrique. Donc, capacité de remorquage, 10 000 livres. C'est pas tout à fait autant que le PowerBoost hybride dont on a parlé récemment, mais on n'est pas très loin parce que le PowerBoost est à 12 000. Donc, à 10 000 livres, on est tout à fait capable de fonctionner avec ça. Selon les configurations, on peut aussi avoir 2 000 livres en charge. Le payload, là, 2 000 livres. 1 800 si on prend la plus grosse batterie. Encore une fois, c'est largement suffisant pour les besoins de la cause. Et on a greffé à ça, au-delà des particularités électriques dont on va parler plus tard, on a greffé à ça tout ce qui va avec le Ford F-150 qui le rendait populaire. Le fameux Pro Trailer Assist, donc pour aider le remorquage. On n'a pas négligé ça, on l'a conservé. Donc, tous les éléments qui ont permis au F-150 de se distinguer ont été conservés sur ce véhicule-là. Bon, j'ai parlé de l'aluminium. On a dessiné un nouveau châssis parce que, évidemment, le poids des batteries et tout ça, on a un châssis qui est plus rigide, encore plus solide. On a dessiné une nouvelle suspension en arrière et on a gardé le style du F-150 qui est très moderne. Oui, très moderne. Très moderne, très populaire, que les gens veulent et aiment. Si on en achète autant, c'est parce qu'on l'aime. Donc, on n'a pas dénaturé le produit. On a gardé l'espace intérieur. On a même du chargement dans le capot en avant. Donc, on peut l'utiliser. Alors, moi, ce que j'aime, c'est l'impact que ce véhicule-là va avoir dans le marché et la réponse rapide. On le savait qu'il travaillait. Là. De toute façon, ça fait 5 ans qu'il travaille sur une version électrique du F-150. Là, ça n'est pas sorti comme ça, mais on a damé le pion à toute l'industrie, encore une fois. Oui. Ils sont arrivés avec quelque chose de drôlement intéressant à présenter. Tu sais, pour être capable d'annoncer ça au public puis de dire vous pouvez commander. Alors, s'ils sont capables d'avoir toutes les composantes, tout ce qu'il faut pour monter à bord, bien, on va pouvoir commander rapidement et recevoir les véhicules. Et quand tu parles d'être obligé de fabriquer un nouveau châssis, etc., pour les batteries, bien, on a été capable de dessiner et de placer les batteries où on voulait, à les avoir assez bas, sans être trop bas pour être capable d'utiliser le véhicule hors route comme on voulait l'utiliser auparavant. Et l'avantage d'un véhicule électrique, c'est la qualité, généralement, de ces moteurs-là. C'est que ça marche ou ça ne marche pas. C'est comme un on-off pour allumer la lumière ou l'éteindre. Alors ça permet... On a juste à regarder on appelle ça les chariots élévateurs dans des usines, etc. Et les gens battent ça à la journée, avancent, reculent, lèvent, baissent, promènent-toi. Ça marche tout le temps. Ça marche tout le temps. Alors, ça va être la même chose, selon moi,
avec le nouveau Lightning qui s'en vient. Effectivement. On va quand même donner quelques données techniques, si tu Oui. permets. Là. Il y a deux possibilités, 370 ou 483 km d'autonomie, selon la grosseur de batterie qu'on va utiliser. De 426 à 563 chevaux de puissance, encore une fois, selon la batterie qu'on va utiliser. Détail intéressant ou pas, il n'est disponible qu'en version Super Crew, avec une boîte relativement courte, cependant. Donc ça, c'est peut-être l'aspect moins intéressant. Cependant, Daniel, tu l'as mentionné, évidemment, pas de moteur à essence à l'avant, donc on a pris sous le capot l'espace pour en faire un coffre imperméable, verrouillable, avec un petit bouchon dans le fond, tu peux t'en servir comme glacière, nous ont-ils dit à la présentation, mais surtout avec des prises de courant à l'intérieur. Et ça, c'est l'autre élément. Tu parlais de l'impact. C'est que l'impact, il n'est pas seulement au niveau de ça, il est au niveau de la façon de gérer l'électricité. Parce que, oui, il y a des prises de courant à l'intérieur, donc on est autonome à peu près n'importe où avec ce véhicule-là. La fameuse génératrice, elle est là. On peut contrôler les outils ou le système de son selon qu'on veut travailler ou faire un party, mais tout est disponible. Et on a un système 80 ampères pour la recharge qui permet de passer de 13 à 8 heures le temps de recharge sur une borne ordinaire, ce qui n'est pas rien non plus. Et enfin, on a un système qui permet d'échanger avec la maison. Ça aussi, c'est intéressant parce que tu peux envoyer de l'électricité dans la maison. Donc, évidemment, là, je discutais avec les gens de GM récemment qui disaient « Ah, tu vas voir, quand le Silverado électrique va arriver, nous autres aussi, on va tout avoir ça. » Sûrement, là, mais vous l'avez annoncé pour 2024. Ford, il est là. Et en 48 heures, ils ont eu un peu plus de 60 000 réservations pour ce véhicule-là. Je pense que ça, c'est très crédible du côté de Marc, Ford. je veux revenir sur le partage d'énergie parce qu'on en parle de plus en plus. Nous, ici au Québec, on ne voit pas vraiment l'intérêt de ça, à part lorsqu'on a une panne d'électricité et on dit, OK, on peut l'utiliser pour s'en servir pour la maison. Mais là où l'électricité, le prix de l'électricité est modulable, comme en Californie, par exemple, la façon qu'on va construire les nouvelles maisons et les maisons, lorsqu'on va les rénover, on va pouvoir vraiment gérer quand on va utiliser l'énergie du réseau ou du véhicule, parce qu'on recharge le véhicule le soir lorsque les tarifs sont très bas. Et lorsqu'on est dans les pointes où les tarifs sont élevés, bien, la maison utilise l'énergie du véhicule. Donc, de plus en plus, on s'en va dans cette direction-là. Puis ça, c'est pas dédaignable parce que ça va permettre de sauver quand même beaucoup d'énergie. Il ne faut pas oublier que Toyota, c'est Toyota, je pense, qu'ils l'utilisent en Californie pour l'édifice au complet, où ce qu'on avait, on met 5 ou 6, 7, on avait vu ça, là, des Prius rechargeables, et on utilisait, selon les heures de pointe, l'électricité dans les Prius. Donc, c'est pas anodin, c'est quand même intéressant, puis ça peut servir. On va en camping, n'importe où, ça va quand même être très utile. Alors ça, c'est une autre chose qu'on amène qui paraît du futur, mais au Japon, ils l'ont depuis plusieurs années. Au Japon aussi, on le fait. Ils l'ont depuis plusieurs années. Effectivement. Ils échangent l'électricité qui viennent de l'auto ou de... Effectivement. Puis ça, je pense que ça va être, de toute façon, la plupart des voitures électriques maintenant vont avoir cette capacité-là, mais n'empêche que ça fait quand même partie des éléments, parce que là, on parle d'un véhicule 2022. Et je pense qu'il faut revenir sur l'impact de ce véhicule-là au niveau vraiment des camions puis des véhicules électriques. Bon, on sait que Tesla vit dans un conte de fées. Là. Eux autres, ils nous disent qu'ils ont eu 1 million de réservations de leur affaire qui s'appelle un Cybertruck. Mais on peut être plus réaliste en disant, si on vend effectivement 60 ou 70 000 copies de ce Lightning-là dans la première année, puis pour avoir discuté avec des concessionnaires, là, ils en ont déjà 20-25 de réservés. Oui, là. justement. Puis c'est pour 2022. Bon. Ah, ça va être majeur comme changement au niveau de... Même Manon Massé de Québec solidaire a partagé sur Facebook cet élément-là en disant, regardez, si on est capable de faire ça, on peut s'en sortir. Alors quand même, ça crée une certaine unanimité autour des véhicules électriques. Ça met de la pression sur le reste de l'industrie. Le Cybertruck, on peut le tasser de côté. GM, là, doit peser sur l'accélérateur et développer son véhicule très rapidement. On sait qu'ils ont la plateforme. Est-ce que ça va être du même type que Ford? On ne le sait pas. Est-ce qu'on va utiliser la plateforme Ultion, qui est une plateforme plus monocoque qu'un châssis comme le F-150? Bref, ça reste à voir, mais on va avoir vraiment de la pression pour développer notre véhicule. Toyota également va avoir de la pression parce qu'on sait qu'on va s'électrifier bientôt. Alors, ça met de la pression sur toute l'industrie et c'est tant mieux parce que c'est le segment à laquelle on doit
s'attaquer rapidement pour enlever. Maintenant, 60 000, je trouve ça beaucoup. Là. Du Mustang Mach-E, il y a une demande, on n'a pas livré. Là. On sait très bien que l'approvisionnement, ça fait défaut. Combien qu'on va être capable d'en produire? On sait qu'il va être produit à Dearborn. On va voir, par contre, il faut quand même dire qu'on est actuellement dans une période de crise du microprocesseur. Ouais. On va espérer que pour 2022, ça va être réglé et on va être capable d'augmenter cela. Mais pour les prochaines années, c'est intéressant. On n'a pas parlé de toute la technologie montée à bord. On sait qu'il va y avoir des mises à jour. Le Sync 4, en fait, qui est la nouvelle génération avec ce qu'on appelle les mises à jour over the air. Là. Donc, ça va se faire tout seul, sans intervention extérieure. Ça, c'est de plus en plus comme ça. On ne va pas parler du prix non plus. 58 000 la version de flotte, donc commerciale qui n'est pas accessible. 68 000 la version XLT, ce qui n'est pas si cher parce qu'objectivement, regardez le prix du PowerBoost hybride, vous allez voir qu'on est tout à fait dans le même prix. On n'est pas loin. Oui, pas loin. Bon, merci beaucoup, messieurs. Plaisir. Alors voilà, c'est un sujet inépuisable que ce F-150 Lightning. On va sûrement avoir l'occasion d'y revenir. On s'arrête et au retour, nos nouvelles de l'industrie.